لما شدت نعمه ونعمه بذاك الشدو يجمع بها السقوط La Mauritanie, un pays qui étale ses atouts et qui se fixe des ambitions à la hauteur de ses potentialités. Carte postale d'une nation à la croisée des chemins. Terre de brassage culturel et d'échange entre civilisations, à mi-chemin entre tradition arabo-berbère et renaissance africaine. La Mauritanie racontée à travers la caméra de Diplomatie sans frontières. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à bord de notre caravane Cap sur la Mauritanie. Le père de la nation mauritanienne, c'est lui, Feu Mokhtar Ould Daddah. De la période pré-indépendance à 1978, année de son éviction du pouvoir par un coup d'état militaire, il s'est efforcé de bâtir une nation, la Mauritanie, contre vents et marées. Pour égrener les souvenirs de l'œuvre de cet homme, nous avons retrouvé à Nouakchott sa veuve, qui revient sur des pages mémorables de l'histoire de la Mauritanie. Nous étions revendiqués par un de nos voisins et nous ne savions pas, au point de vue sécuritaire, si tout allait bien se passer. Toutes les délégations d'Afrique noire sont venues. En Afrique du Nord, nous étions boudés. Seul le président Bourguiba a envoyé son ministre des Affaires étrangères et Dieu sait qu'on l'a accueilli avec joie et fierté, et tous nos frères africains. Donc c'est dans ce contexte-là qu'a été proclamée l'indépendance, et franchement, dans un hangar, je dis bien un hangar, dont on avait caché un peu les ferrailles avec du tissu, qu'a été proclamée notre République. C'est quelque chose qui ne s'oublie pas. Il y a d'autres souvenirs moins agréables que je me garderais bien d'évoquer ici, mais que je cite pour mémoire et qu'on comprendra bien que c'était très douloureux pour moi en particulier. C'est le coup d'État du 10 juillet 1978 qui a brusquement interrompu le travail que le président était en train de faire. J'ai pris l'habitude depuis ces 30 années, car ça fait juste 30 ans que cet événement regrettable est arrivé, de ne pas faire de polémique. Je pense que ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas un tribunal, je ne suis pas là pour juger et pour augmenter les difficultés de mon pays. Donc je cite juste une date, et c'est évidemment une date que je ne peux pas oublier. Lui, c'est l'un des enfants de Mokhtar Ould Daddah. En 1978, lors du coup d'État qui a renversé son père, il était jeune, très jeune même, mais se rappelle de cette époque trouble qui a bouleversé la vie de sa famille. Ce jour-là, donc le 10 juillet, on devait rejoindre ma mère, qui était d'ailleurs à Dakar, pour un colloque de femmes juristes à l'époque. Et habituellement, c'est mon père qui tenait à nous réveiller chaque matin, que ce soit pour aller à l'école ou pour voyager, ou même si on était en vacances. Et ce jour-là, il ne nous a pas réveillés. Et pour cause, il avait été embarqué quelques heures avant. Et je me souviens de la surprise de mon frère, de ma sœur et du proche entourage. Et j'ai senti qu'il y avait un problème, mais je ne comprenais bien évidemment pas
quel était ce problème. Je me souviens qu'il y a eu un flottement, on était à la présidence. Je me souviens d'un souvenir que je n'ai jamais raconté à personne, donc vous avez une primeur ici. Enfant, j'aimais beaucoup traîner dans les pattes, entre guillemets, des gardes du corps et des militaires, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et ils me montraient leurs armes et on discutait. Enfin, pour moi, c'était un jeu, plus qu'autre chose. Et évidemment, ces braves membres de la sécurité me traitaient comme leur enfant ou comme leur fils. Et ce jour-là, je pense ne pas me tromper, je suis allé les voir. Ils étaient un petit peu derrière la villa où on habitait. Et je pensais trouver ceux que j'avais laissés la veille, qui jouent avec moi et qui sont très patients avec moi. Et j'ai eu en face de moi des militaires et des gardes du corps qui étaient, dans mon vocabulaire de l'époque, méchants. Et je n'ai pas compris. Et ça m'a fait pleurer parce que j'ai dit, mais pourquoi hier c'était mes amis et aujourd'hui ils m'ont tout simplement dit, retourne de là où tu viens. Mais d'un ton sec. Ils étaient surarmés, sur les dents, enfin, je sentais une tension, j'insiste là-dessus, que je ne pouvais pas comprendre. Donc je suis reparti voir ma nurse de l'époque, ma deuxième maman, en pleurnichant, ils m'ont engueulé, ils m'ont grondé, ils m'ont fait ceci. Ensuite, on a été transféré chez ma tante, la sœur de mon défunt père. Et là, quelqu'un est venu dire, en notre présence, qu'il y a eu un coup d'État. Nous, ce qu'on nous avait dit à la présidence, c'est que le président était parti faire une visite à l'état-major. On était en guerre, c'est la guerre du Sahara à l'époque, c'était une période difficile. Bien sûr, tout l'aspect difficile de cette période, je ne le comprenais pas. Enfin, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'il y avait des armes partout. C'était des jouets pour moi. Enfin, c'est comme ça que je percevais les choses. Et on nous a dit donc qu'il visite l'état-major ou quelque chose et il revient. Donc chez ma tante, quelqu'un rentre et dit il y a eu un coup d'État. Et je n'oublierai pas mon grand frère, Mohamedoun, qui est un peu plus âgé que moi, qui a 50 plus que moi, a pleuré. Je n'ai pas compris ce que voulait dire le terme coup d'État. Mais j'ai compris que si mon grand frère, qui n'était pas un pleurnichard, pleurait, c'est qu'il y avait un problème sérieux. La reconnaissance de l'œuvre de Mokhtar Ould Daddah dans la construction de la Mauritanie moderne, sa famille l'a attendu pendant des décennies. Aujourd'hui, c'est chose faite avec la décision du président Mohamed Abdelaziz de baptiser la plus grande artère de la capitale du nom du premier chef de l'État mauritanien. Une réhabilitation de l'illustre homme, un motif de fierté pour la famille. Mais franchement, je peux dire que sur le plan national, sur le plan de ma citoyenneté, c'est le plus beau jour que j'ai connu depuis 1978. Je pense que c'est capital. J'attendais ce moment avec impatience, mais en même temps sagesse, une sagesse qui ne m'est pas naturelle, mais que le président Mokhtar m'a apprise à gérer. Je savais que ce jour arriverait un jour, mais je sais que seul Dieu connaît ce jour. Je ne le connaissais pas et je ne pouvais pas le dater ni le prévoir. Ça a été une surprise formidable. Ça a été une surprise formidable et je pense que dans l'intérêt de la Mauritanie, c'est très positif. Je pense que d'abord, premièrement, si je puis dire, tous les Mauritaniens sont heureux. J'ai reçu plusieurs coups de téléphone depuis ce matin, sans arrêt. Je l'ai laissé dans mon bureau pour ne pas être dérangé, mais ils sonnent sans arrêt. Les gens me disent leur joie, leur bonheur de l'initiative qui a été prise par le chef de l'État, Mohamed Ould Abdelaziz. Ça, il faut bien le dire, et c'est à son crédit. Et nous n'avons pas absolument aucune gêne à le dire. Il a pris une initiative que personne n'a prise avant lui, une initiative de mémoire, une initiative de déchirement d'un voile qui a été soigneusement posé pendant 30 ans sur l'homme et l'œuvre du président Mokhtar, et qui est évidemment, je dirais presque un drame pour le pays, un pays qui ne connaît pas son passé et qui ne peut de ce fait pas construire son avenir. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un cap historique et on ne peut qu'être satisfait de ça, sans aucun doute. Il y a d'autres choses, je pense que
les autorités actuelles ont compris, il y a une volonté de restituer notre histoire, notre passé à ce pays et à son peuple, et c'est une excellente chose. Un pays voisin du Sénégal, mais aussi un pays frère, du fait de l'imbrication des populations de part et d'autre du fleuve Sénégal. L'actualité récente de ce pays, c'est le changement de régime intervenu à la suite d'une crise institutionnelle ayant opposé l'exécutif d'alors à une partie de l'Assemblée nationale, notamment avec la fronde, puis la démission d'une bonne partie des députés de la coalition des partis au pouvoir. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le décret de limogeage de toute la hiérarchie militaire. La mesure de trop qui a précipité la chute du régime du président Ould Abdellahi et la prise du pouvoir sans effusion de sang par un haut conseil d'État composé des principaux dirigeants de l'armée mauritanienne, avec à sa tête le général Mohamed Abdelaziz, devenu le chef de l'État. Diplomatie sans frontières revient en exclusivité sur les motivations de ce changement de régime, les causes de la crise institutionnelle, le divorce entre le président Abdellahi et la hiérarchie militaire qu'il a pourtant soutenu lors de sa campagne électorale. Portrait du nouvel homme fort de la Mauritanie à la tête du mouvement dit de rectification du 6 août 2008. Pour la petite histoire, sachez que Mohamed Ould Abdelaziz est né au Sénégal, à Darou Mousti plus précisément. Le nouvel homme fort de la Mauritanie, projeté au devant de l'actualité depuis le 6 août 2008, n'est pas un inconnu au bataillon de la hiérarchie militaire. Il a été de tous les épisodes ayant marqué l'implication de l'armée dans la vie publique. Fondateur du bataillon de la sécurité présidentielle, le très réputé BACEP, corps d'élite de l'armée mauritanienne, chargé de la protection rapprochée du chef de l'État. Il en a aussi assuré le commandement. Juin 2003. Bruit de bottes aux abords du palais présidentiel à Nouakchott, dont le locataire était Moïa Ould Ahmed Taya. Tentative de coup d'État vite étouffée dans l'œuf, un haut fait d'armes qui porte l'empreinte de Mohamed Abdelaziz. 2 ans plus tard, en 2005, même scénario, mais le casting est tout autre. Le colonel Mohamed Abdelaziz est du côté des initiateurs du coup d'État, avec à leur tête le colonel Eli Ould Mohamed Val. Maouia Ould Ahmed Taya, au pouvoir depuis 1984, venait de perdre son pouvoir. En 2006, chose promise, chose due. Eli Ould Mohamed Val, après avoir organisé la transition démocratique, quitte la politique pour les affaires. Une transition qui aura duré le temps d'une rose. Le président civil, élu démocratiquement, a du mal à mener la barque. Conséquence, un blocage institutionnel sans précédent. Et un coup de tonnerre avec le limogeage simultané de toute la hiérarchie militaire et sécuritaire du pays, dont le colonel Mohamed Ould Abdelaziz. Réaction des militaires, il faut ajuster le tir ou mieux rectifier la trajectoire. Le président Sidi Ould Cheikh Abdellahi est déposé à la suite d'un mouvement intervenu le 6 août 2008 et dit de rectification avec à sa tête le général Mohamed Ould Abdelaziz, devenu chef d'un haut conseil d'État. حامدينك المولانا حامدين المولانا خلاقتك وحامدين المولانا مشيك وحامدين المولانا عودان عنك منا ومن وطننا رئيس الاتحاديه الوطنيه للمخابز محمد ولد احمد ولد الامانه مرحبا كبيره موريتانيا الخاصين الرجاله ما خاصه شو خراني مرحبا والشعب الموريتاني معاك مليار ومليون. L'erreur fatale, c'est d'avoir voulu décapiter l'armée. Vous connaissez comme moi, nos pays sont des pays très fragiles. Nous n'avons pas encore de nation. Nous sommes un pays multiracial, avec des tribus, avec des ethnies. Donc, l'armée est la seule force encore en dehors de ces clivages. L'armée est la seule force organisée. Porter atteinte à l'unité, à la crédibilité de cette armée est un danger pour la stabilité et pour même l'existence de nos pays. Et c'est ça le problème, c'est qu'il a voulu mettre certains officiers contre d'autres. En une journée, en catimini, avec un décret, il a décapité l'armée à travers le limogeage de 4 chefs de corps d'armée et de sécurité. Et évidemment, ce qui est arrivé arriva. Parce que pour nous, c'est le moindre mal. Nous ne sommes pas pour les régimes militaires. Nous sommes pour la démocratie, mais nous sommes aussi pour
l'existence de notre pays. Parce que nous ne voulons pas la somalisation de notre pays. La décapitation de cette armée pouvait nous conduire je ne sais où. Donc, nous ne pouvions que saluer tout mouvement de rectification qui avait pour ambition d'éviter à notre pays le pire. Et nous pensons que ce mouvement de rectification a évité à notre pays le pire. Maintenant, nous savons qu'il y a eu d'un côté les erreurs du président, de l'autre aussi, nous avons eu un héritage qui n'était pas l'un des meilleurs. C'est l'héritage des candidatures indépendantes. Nos pays, comme je l'ai dit tantôt, sont si fragiles qu'il faut privilégier l'existence des partis politiques. Les partis politiques doivent être le creuset de nos unités nationales. Mais si chacun peut, à sa guise, se présenter au nom de sa tribu, au nom de sa race, au nom de son ethnie, se présenter comme député, comme maire, comme sénateur, ceci ne va pas dans le sens du renforcement de nos pays et n'est pas dans le sens du renforcement de la démocratie. Loin des clameurs et de la levée de boucliers suscitée par le coup d'État du 6 août 2008, la Mauritanie se veut un pays arpentant les chemins de l'émergence et du développement économique et social. Non pas du seul fait d'une volonté politique affichée par les autorités, mais aussi et surtout grâce à un élan mobilisateur des acteurs économiques. Sens réputé et reconnu des affaires, ressources minières, pétrolières et gazières considérables, côte parmi les plus poissonneuses au monde, un territoire vaste aux paysages diversifiés, allant des plateaux escarpés aux cuvettes dunaires, en passant par les oasis. La Mauritanie se situe au 152e rang mondial sur 177 pays, avec une population à majorité agricole marquée par une forte tendance à l'exode rural. Au niveau du secteur agricole, sont produits dattes, millet, sorgho, riz, maïs et pour l'élevage, ovins, bovins et camélidés. La pêche demeure l'une des principales mamelles de l'économie mauritanienne, notamment ici à Nouadhibou, la capitale économique. Les côtes mauritaniennes sont parmi les plus poissonneuses d'Afrique, à l'image du Sénégal. La pêche, à l'exception d'une forte colonie de pêcheurs sénégalais, est le fait de sociétés étrangères qui abusaient souvent de cette ressource au risque d'hypothéquer l'avenir du secteur. Avant que les nouvelles autorités ne décident de réglementer les importations pour privilégier la consommation intérieure. Autre secteur stratégique de l'économie mauritanienne, celui des mines dominé par le fer qui représente 40% des exportations. Le produit intérieur brut, chiffre de 2007, est estimé à 5,95 milliards de dollars, alors que le PIB par habitant se chiffre à 406 dollars. L'agriculture occupe 50% de la population active, l'industrie 10% des actifs et les services 40%. La stratégie de croissance et de développement de la Mauritanie aujourd'hui s'appuiera essentiellement sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la valorisation des ressources dont dispose le pays. Comme vous le savez, la Mauritanie jouit de ressources très importantes, que ce soit au niveau de la pêche, nous avons les côtes les plus poissonneuses du monde, que ce soit au niveau de l'agriculture, vous connaissez les terres fertiles de la vallée et des autres zones du pays. Nous avons aussi un cheptel assez important qui nous permet de développer beaucoup d'activités, que ce soit en matière de production de viande rouge, que ce soit en matière de production laitière. À côté de cela, nous avons des ressources minières assez diversifiées, particulièrement riches, que ce soit le fer, le cuivre, le phosphate, l'or, et j'en passe. Toutes ces ressources ont besoin d'être développées. Et nous comptons fonder notre croissance dans les années futures sur la valorisation de ces ressources
et leur exploitation de manière optimale. Un second pilier est représenté par le développement des infrastructures. Comme vous le savez, la Mauritanie souffre de l'insuffisance des infrastructures dont elle est dotée. Et l'une de nos priorités, c'est de développer l'infrastructure et les services de base. Ça va se traduire par d'importants projets qui verront le jour très prochainement dans le domaine des routes, dans le domaine des ports et même dans le domaine des aéroports. Nous allons aussi développer le secteur de l'électricité, qui est extrêmement important pour le développement et pour la croissance. Nous allons aussi donner une priorité au secteur de l'eau et à l'assainissement, car, comme vous le savez, la Mauritanie est très en retard en matière d'assainissement et l'accès à l'eau potable n'est donné qu'à une part limitée de la population. Nous allons aussi fournir un effort particulier en matière d'éducation. Et là, j'en viens au troisième pilier, qui pour nous est extrêmement important pour la croissance et pour le développement, c'est les ressources humaines. Et en matière de ressources humaines, nous allons mettre plus d'accent sur la qualité de l'éducation et la qualité de la formation professionnelle. Car pour pouvoir accompagner tous ces efforts que nous allons mener en matière de développement des infrastructures et en matière de valorisation de nos ressources naturelles, nous avons besoin de ressources humaines qualifiées, des ressources humaines rompues aux nouvelles technologies, des ressources humaines capables de relever ces défis du développement. Donc, nous allons accorder une grande importance aux ressources humaines. Que la République islamique de Mauritanie possède des potentialités immenses. La Mauritanie est un pays minier. Et des mines importantes ne sont pas encore exploitées. D'uranium, de phosphate, de fer, de bauxite. La Mauritanie est un pays gazier et pétrolier. Et la production future du gaz influencera le coût de l'énergie et par la suite facilitera l'installation des industries importantes. La Mauritanie exportera dans un futur proche l'électricité aux pays voisins. Elle exporte déjà du pétrole et la quantité du pétrole et la quantité du gaz est appelée à grandir. La Mauritanie est un pays charnière qui existe entre deux grands espaces économiques et civilisationnels importants de l'Afrique. Pour favoriser la venue des investisseurs étrangers, une fiscalité attrayante a été développée, de même qu'une série de mesures incitatives. Il s'agit pour les autorités mauritaniennes d'offrir un environnement des affaires attrayant en mettant en place un cadre législatif et réglementaire attractif, des opportunités réelles en termes de croissance et d'émergence économique. Si on parle d'investissement pur, on peut très vite chiffrer en dizaines de millions de dollars, mais chez nous, on a un petit peu fait la différence entre l'aspect minier et pétrolier qui engendre des investissements très importants. On le met un petit peu de côté, je pense que ce n'est pas ce qui nous intéresse, bien que le potentiel minier et pétrolier est très important dans ce pays. On est en phase de recherche ou de prospection, en tout cas au niveau du pétrole en onshore et en offshore. On a un puits qui fonctionne aujourd'hui, même s'il a un petit peu déçu en offshore. L'aspect minier, je pense que la Mauritanie, chose que beaucoup ignoraient, est peut-être pas le scandale géologique de l'ex-Zaïre, la République démocratique du Congo, que je connais relativement bien pour y avoir séjourné, mais il y a d'énormes potentialités. Le secteur industriel et minier occupe une place importante dans le développement et les tissus économiques du pays. Ces deux secteurs participent à hauteur de 20% environ du PIB, 12% pour le secteur minier, et environ 8% pour l'industrie manufacturière. Le secteur minier participe à hauteur de 60% environ des exportations du pays, génère environ 10 000 emplois, tandis que le secteur industriel, pour ce qui est l'industrie manufacturière, génère 3 000 emplois directs, avec 4 000 emplois pour l'informel. Donc tout ça pour dénoter vraiment de façon succincte, avec des chiffres, l'importance de ces deux secteurs.
Certes, il reste beaucoup de choses à faire. Nous essayerons de faire évoluer davantage ces ratios par une meilleure participation, par une promotion du secteur minier et également par l'élargissement, comme on a dit tout à l'heure, de la base industrielle. En fait, notre volonté est de faire du secteur minier donc, un vecteur de développement du pays. Vous savez, nous avons un potentiel important, aussi bien minier que pétrolier, comme vous venez de le dire. Nous avons aussi une place stratégique. Une place donc stratégique. Nous sommes à une semaine des ports européens pour l'exportation. Nous sommes un pays stable où nos populations et où les opérateurs vivent en toute sécurité. Et cela d'ailleurs est confirmé par le nombre important, relativement important de permis déjà accordés. Nous avons 159 titres miniers accordés déjà, repartis entre environ 40 opérateurs, dont certains de renommée internationale. Ces 159 titres miniers, nous en avons 7 permis d'exploitation, dont certains pour l'or, le cuivre, le fer, le phosphate et le sel. Nous venons d'élaborer et d'adopter les décrets d'application de la loi minière 2008, ce qui va permettre de débloquer la situation donc, des demandes, la situation de recherche qui a été dans une phase bloquante, où plus de 200 demandes sont en souffrance depuis plus d'une année au niveau du cadastre minier. Tout ça, ça va permettre de dynamiser davantage la recherche minière et d'attirer de nouveaux investisseurs. Je voudrais signaler que le secteur privé constitue quand même, a quand même une place de choix dans ces secteurs, aussi bien le secteur industriel et minier, et tout simplement parce qu'il constitue un véritable moteur de développement pour l'économie. La majeure partie des opérateurs, aussi bien dans le domaine industriel que minier, sont à capitaux privés. Le seul opérateur, c'est la SNIM, où quand même 21% des capitaux, du capital est détenu par des capitaux arabes. De manière globale, le climat des affaires en Mauritanie est un climat serein, sain et serein. C'est un pays tout jeune. Que le code d'investissement élaboré tout dernièrement est un code qui est plus ou moins protecteur de nouveaux investissements étrangers. Et je pense qu'il sera très, très important de voir que l'État a tout mis dans ce nouveau code, a tout mis pour qu'il y ait une protection et pour qu'il y ait une bonne conduite des affaires nouvelles en Mauritanie. De manière plus spécifique pour l'industrie, il y a des choses à faire, il reste encore des choses à accomplir. La plus importante, c'est cette... en fait, il y a quelques points qui sont très importants pour les industriels. Le premier qui nous touche personnellement, je dis bien sur le plan industriel, c'est celui de cette protection de l'industrie en Mauritanie qui n'existe pas actuellement. Nous ne sommes pas protégés et nous ne sommes pas forcément favorisés. Je m'explique. Dans le domaine du lait, par exemple, on a un problème qui est celui de l'importation du lait dans l'UHT. Et ce problème, l'État ne le prend pas à bras le corps. Il ne favorise pas le produit national. Il ne le favorise pas pour deux choses. Les causes sont, la première, c'est que l'État a signé, je crois, la convention donc de l'OMC, qui ne lui permet pas de faire cette protection, de nous protéger. Mais il y a d'autres mesures en fait qu'ils peuvent mettre en œuvre qui feront que les industries locales
et les tiers en particulier, peuvent tirer leur épingle du jeu. La Mauritanie constitue un point de jonction entre l'Afrique du Nord et l'Afrique noire. Elle est peuplée d'arabo-berbères originaires du nord du continent, de Peul et de Soninké. Située sur la côte nord-ouest du continent africain, la Mauritanie possède plus de 600 km de plage, l'une des plus poissonneuses au monde, ce qui fait de la pêche l'une des mamelles de l'économie mauritanienne à côté des mines, du pétrole, du gaz et de l'industrie en plein essor. La Mauritanie n'échappe pas à la morosité de l'économie mondiale, d'où la mise en place d'un dispositif de gestion des dégâts collatéraux de la crise financière mondiale. La crise aujourd'hui interpelle tout le monde. Même si les effets directs ne se font pas encore sentir sur l'Afrique, je pense que la crise aura incontestablement des effets indirects. Même si nous ne sommes pas très imbriqués aux places financières, si la Mauritanie n'a pas de bourse de valeur pour le moment, nous ne sommes pas à l'abri des effets de cette crise. Mais justement, nous avons déjà commencé à réfléchir, et nous avons mis en place un groupe de réflexion et nous avons déjà pris un certain nombre de mesures pour permettre à notre pays de ne pas souffrir de cette crise. Bien sûr, les effets que cette crise pourrait avoir sur des pays comme la Mauritanie, c'est des effets sur la réduction de l'aide publique au développement, les effets sur les transferts des immigrés et des effets à travers le système bancaire, donc dans l'enchérissement du coût du crédit et autres. Nous sommes en train de prendre les mesures qu'il faut pour anticiper tout effet qui pourrait se faire ressentir sur notre pays. Mais nous pensons aussi que la crise est une opportunité. Nous pensons que c'est une opportunité pour des pays comme la Mauritanie, beaucoup d'autres pays africains et des pays en voie de développement, car s'il y a une leçon que la communauté internationale devrait tirer de cette crise, c'est qu'on devrait s'intéresser plus à l'économie réelle. Cette crise a montré les limites d'un certain libéralisme et d'une certaine ruée vers les places financières, vers les instruments financiers. Vous savez quand même que la valeur des actifs financiers qui étaient en circulation dépassait 4 fois le PIB du monde. Donc, c'est vous dire que c'était une bulle. Et donc, nous pensons que des pays comme la Mauritanie et d'autres pays africains qui ont beaucoup de ressources naturelles constitueraient un refuge pour les investisseurs mondiaux qui investissaient dans ces places financières et qui se sont vus du jour au lendemain dépourvus de leur richesse. Ils pourraient investir dans des pays comme les nôtres et développer nos ressources naturelles et travailler dans l'économie réelle. Je crois que cette crise est quelque part salutaire parce qu'elle attire l'attention de la communauté internationale et des investisseurs sur l'importance de l'économie réelle. Il faut investir dans l'économie réelle. Et nos pays ont beaucoup d'opportunités d'investissement, que ce soit dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage, dans la pêche, dans les mines et même dans les services. Il y a beaucoup de choses à faire, par exemple dans le secteur de l'urbanisme, de l'habitat. Il y a beaucoup de besoins à satisfaire dans nos pays et c'est tout un ensemble d'opportunités pour les investisseurs. Et c'est des investissements sûrs parce que c'est des investissements dans le secteur réel et pas dans des actifs financiers qui peuvent être sujets à des variations très importantes au niveau des places financières. La découverte de pétrole à 80 km au large de Singeti ouvre de nouvelles perspectives pour l'économie mauritanienne. Le pétrole a un impact positif, naturellement, sur l'économie du pays. Il en aura plus, certainement, parce que les méthodes qui seront mises en place pour l'utilisation de ces ressources sont le choix de dépenses, de financement d'opérations d'investissement productifs dans le secteur productif, c'est le financement d'infrastructures, c'est une gestion financière à travers un compte unique qui s'appelle le Fonds national des hydrocarbures, dans lequel toutes les ressources sont inscrites et dans lequel l'avenir est pris en compte, les futures générations, dans lequel la valorisation des dépôts est prise en compte, les frais financiers. Et c'est un secteur qui, actuellement, c'est au niveau de l'offshore. Donc, comme vous le savez, l'offshore n'impacte pas beaucoup le pays. C'est plutôt quand on est sur la terre que les infrastructures impactent et que ça crée une certaine activité aux alentours. Actuellement, ce que nous utilisons, c'est plutôt la ressource. Ça contribue à peu près au niveau du budget de l'État par l'ordre de 20 à 23 milliards d'ouïas annuels.
Donc ce qui impacte quand même assez considérablement, c'est l'ordre de 10 à 12% de l'ensemble du budget de l'État. Le pays s'apprête à devenir, comme j'ai dit, un pays pétrolier, à tirer le maximum de profit pour l'économie. C'est pourquoi les projets de formation professionnelle, donc pour donner l'occasion aux Mauritaniens de profiter des créations d'emplois qui seront faites dans le cadre de l'exploitation de Taoudani. Le pays a des projets qu'il souhaiterait financer sur le fonds propre en fonction de l'accroissement et de la découverte des produits pétroliers. Donc sinon, l'impact reste encore limité. Nous ne voulons pas trop crier victoire. On est en cours de prospection, on est en début d'exploitation. J'espère que pour les prochaines années, nous aurons à vous avancer des chiffres qui soient des chiffres importants. Mais ce qui est certain, c'est que le syndrome hollandais ne gagnerait pas la Mauritanie. Et que cette ressource sera toujours traitée comme ressource non renouvelable et bien utilisée, et utilisée de manière transparente. Vous savez que dans la loi des finances, le montant prévu est autorisé par le Parlement annuellement. Donc la liberté n'est pas totale pour utiliser tout. Il faut justifier de l'utilisation et surtout, ça ne finance pas les dépenses de fonctionnement. Ça ne finance que les dépenses d'investissement. Nous avons donc un cadre global d'investissement qui est très attractif au niveau du pays, etc. Et nous avons encore ce qui est très attractif chez nous, c'est les superficies, l'étendue des superficies qui sont extrêmement grandes. Et nous avons encore des contrats de partage qui sont négociables donc, au fur et à mesure de l'avancement du processus d'exploration. Donc ça permettra de permettre donc, quelque chose d'évolutif et quelque chose qui est dynamique qui va permettre de pouvoir attirer les investisseurs dans ce secteur-là donc, au niveau du pays. Donc, aussi bien l'offshore que l'onshore sont déjà donc l'exploration est assez débit, etc. Et nous pensons que ce sont très prometteurs parce que donc tous les indices nous montrent cela et par conséquent nous les appelons à tous à investir et toutes les facilités qui peuvent être accordées dans le cadre de l'exploration seront donc accordées à l'ensemble des investisseurs qui veulent venir investir en Mauritanie. Toutes les garanties nécessaires encore leur seront faites. La Mauritanie dispose d'un instrument juridique institutionnel favorable, attractif, aussi bien dans le domaine d'investissement en général qu'au niveau du secteur industriel et minier en particulier. Nous garantissons pour les opérateurs miniers la stabilité des conditions minières, donc ils sont garantis par le code minier. Nous sommes donc une terre d'accueil, terre de tolérance. Nous sommes un pays stable, nous avons une position stratégique et les nouvelles orientations du Haut Conseil d'État suite au changement du août vont renforcer donc, toutes ces dispositions en exigeant une meilleure gestion de tout ce qui a trait avec les choses publiques et la gestion transparente des investissements et particulièrement pour ce qui concerne donc la recherche minière. Et tout ça ne peut qu'être profitable pour les investisseurs. La Mauritanie est en train de connaître